Téléspectateurs de la région de Koutiala, merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, les Grands Jurys reçoivent Cheikh Mohamed Cherif Kone. Il est magistrat et président de l'Association malienne des procureurs et poursuivants, également de la référence syndicale des magistrats du Mali. Monsieur Kone, merci de cette deuxième comparution devant les grands jurys. C'est à moi de vous remercier, M. Sidibé, vous et votre équipe. Avec moi, justement, pour vous interroger ce soir, nous avons Abdraman Keïta, il est directeur de publication du journal Le Témoin. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Eladji Chiana Takiou, il est directeur de publication du journal Le 22 septembre. 5 fois, Eladji Chiana, merci d'être là. Une demi-dizaine de fois. Allez-y. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur d'autres canaux, en l'occurrence la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission préférée, le Grand Jury. Monsieur Kone, votre observation sur la composition du jury? Je n'ai pas d'objection sur la composition du jury, sauf à dire que c'est des membres que je connais déjà pour être intègres. Voilà. Abdraman Keïta, vous avez une attente particulière aujourd'hui? Comme vous l'avez si bien dit, la deuxième fois. Oui. Quelle est la particularité de cette comparution? La particularité de cette comparution, c'est qu'elle intervient dans un contexte comme ça. L'actualité est vraiment bouillonnante d'épisodes qui concernent vraiment le corps auquel il appartient. Oui. Et lui-même, il est au centre de beaucoup d'épisodes passés depuis qu'on l'avait accueilli ici la dernière fois. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont, donc il y a beaucoup de choses à se dire avec lui. C'est surtout sanctuarisé lors du dernier passage, oui, par son franc-parler et la sérénité dans ses approches, et nous sommes quasiment certains que cela ne fera pas de défaut aujourd'hui aussi pour le plus grand bien du public qui a vraiment soif d'éclairage sur la situation que le pays traverse. Eladji Chiana, que vous inspire ce soir d'avoir en face M. Cheikh Mohamed Cherif Kone? C'est aujourd'hui l'un des personnages importants de la République. Importante parce qu'il éclaire, parce qu'il oriente, parce qu'il dénonce. Nous sommes à la croisée du chemin. Le pays va mal. Et les gens s'accommodent avec la mauvaise situation. Mais il y a des hommes comme lui qui, en toute honnêteté, parlent, orientent et disent des vérités, que cela plaise ou pas. Parce que notre démocratie là, ce qui marche dans notre démocratie, le pilier de cette démocratie, c'est la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Qu'on veut tuer. Et lui, il est parmi ceux qui se battent pour que cette liberté soit. Oui. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous aurons vraiment à l'interroger sur l'actualité dont a parlé Abdraman Keïta. Il y a la loi, le projet de loi constitutionnelle. Il y a lui-même qui a fait l'objet de sanctions à un moment donné, où je ne sais pas, on va en parler. Dans tous les cas, l'actualité vraiment impose des gens comme lui aujourd'hui en face de nous. Ok, M. Kone, comme les deux jurés l'ont déjà rappelé, depuis quelques mois, il y a une procédure disciplinaire qui est ouverte contre vous. Qu'avez-vous fait, qu'avez-vous dit pour que vous fassiez l'objet de cette procédure disciplinaire? En clair, qu'est-ce qu'on vous reproche, M. Kone? Où en sommes-nous aussi? Merci bien, messieurs. Je vous remercie pour tous ces compliments que vous méritez aussi. Parce que quand on est en face d'interlocuteurs véridiques et courageux, on ne peut que être à leur image. Et je m'attendais à être devant ce jury une deuxième fois, parce qu'il y a assez de choses qui sont là et sur lesquelles j'aurais dû parler. Je me suis beaucoup exprimé, mais sans parler de ce projet de révision constitutionnelle. Oui. Par rapport à la procédure disciplinaire, je ne me fais aucune inquiétude
Et je ne me laisserai pas abattre par le non-droit. Et il est temps pour nous Maliens, pour nous juristes, de fermer cette parenthèse de non-droit. Et nous allons tout faire pour les fermer, que cela plaise ou pas aux tenants du pouvoir. Ils sont aussi soumis à la loi. Oui. Et cette procédure judiciaire ou disciplinaire, c'est une procédure irrégulière à tout point de vue. Et je suis prêt à faire en sorte que le peuple puisse comprendre qu'il s'agit d'un acharnement et devant lequel je ne me plierai jamais. Et ceux qui sont à la base de ça, ils n'ont pas plus de mérite dans ce pays que moi. Concrètement, qu'avez-vous fait, qu'avez-vous dit pour attirer un tel acharnement? Absolument rien. Oui. Et même ils ne peuvent rien dire. C'est ce qui fait que la procédure est restée en queue de poisson, c'est carrément bloqué. Et par rapport aux compositions, ce n'était pas. Il y a certains étaient là-dedans, ils ne peuvent pas être jugés partis. Si on peut vous rafraîchir la mémoire par rapport aux griefs, allez-y, qui vous ont, c'est qu'on parle de sortie médiatique. C'est qu'on vous reproche, hein? Intempestive, c'est ça, contre les autorités de la transition, manquement au devoir de la charge, atteinte au crédit des autorités de la transition. Je pense que ce qui existe dans la lettre rédigée par le ministre, le garde des Sceaux. Par rapport à ces accusations disciplinaires, et sans trop parler, c'est moi qui enseigne sur ces questions disciplinaires à l'échelle internationale. Mais je n'ose pas le dire. Il ne peut pas maîtriser les questions disciplinaires, les obligations de réserve plus que moi. Et quand on dit sortie intempestive, mais quand je suis allé, c'est plutôt une lettre écrite que j'ai officiellement adressée au président pour manifester mon mécontentement et en des termes qu'il fallait pour répliquer à la discourtoisie. Et autant je n'ai pas le droit de manquer de respect qui que ce soit, autant un président de la transition n'a pas le droit de me vilipender à travers un décret. Et cela, je ne l'admettrai jamais de qui que ce soit. Comment il vous a vilipendé? Qu'est-ce que dit ce décret dans lequel vous avez été vilipendé? Oui, ce décret-là, on me traite de n'importe quoi. Et je n'ai pas le décret là sur moi, mais ils m'ont traité de n'importe quoi pour avoir dit que je ne suis pas d'accord avec la façon de faire. Très clairement, vous n'étiez pas d'accord avec la procédure engagée contre Soumaïlou Boubèye Maïga. Mais jusqu'à preuve du contraire, je serai sur ma position. Et nous sommes là, un premier avocat général n'est pas là pour défendre un régime, il n'est pas là pour défendre un président. Sa seule mission, c'est de défendre la loi, de veiller sur le respect de la procédure. Donc on a voulu vous utiliser contre Feu Soumaïlou Boubèye Maïga, vous avez refusé, c'est ça votre problème? Bon, on n'a pas voulu m'utiliser, on a voulu utiliser la justice et j'ai fait comprendre à des collègues et que nous ne devons pas accepter ce jeu. Donc, et ils m'ont fait comprendre qu'ils ont le soutien des autorités. Et je dis que je me battrai avec l'arme du droit. D'accord. Abdraman. Oui, effectivement, dans cette, tout est parti réellement de Soumaïlou Boubèye Maïga. Et vous reniez, vous contestez au président de la transition la légitimité même de vous traduire, lui personnellement, en procédure judiciaire. Devant le conseil de discipline. En procédure effectivement disciplinaire. Oui. Est-ce qu'on peut comprendre quel est le fondement de cette contestation? Vous savez, et on est dans un contexte un peu particulier, mais nous sommes avant tout dans un état de droit. Et la Constitution est là. La Constitution est en vigueur. Et celui qui peut me traduire devant le Conseil de discipline, c'est le seul président de la République démocratiquement élu. Et je ne peux pas comprendre que celui qui vient au pouvoir par les armes, et le fait d'un coup d'État, oublie sa situation pour en vouloir à quelqu'un pour s'être tout simplement exprimé, pour avoir exprimé son mécontentement. Et voilà, et on va dire et de quel droit il le fera, et nous allons faire en sorte
que la vérité soit située à ce niveau. Ok, Abdraman Chana, pour sortir de cette thématique. Oui, Monsieur le Président, en ce moment, il y a un projet de loi sur la table de l'Assemblée nationale, pardon, du CNT. Non, pour sortir, de l'Assemblée nationale. pour sortir de cette thématique. Non, oui, vous allez il y a un projet de loi sur la table du CNT, projet de loi qui permettrait de proroger le mandat de certains magistrats de la Cour suprême au détriment du corps. Il y avait eu une réaction des différents syndicats. Quelle est votre lecture de cette situation? Peut-être pour être fidèle avec les termes de ce projet, c'est un projet qui vise à changer les règles de fonctionnement et de la procédure suivie devant la Cour suprême. Mais le fond, c'est se permettre à des magistrats de continuer à travailler au-delà de la limite d'âge. C'est ça le fond. L'intitulé là est trompeur. Ouais. Votre question est très claire. Oui. Et nous avons le devoir d'éclairer la lanterne de nos compatriotes. Allez-y. C'est le prolongement de cette affaire de Soumaïlou Boubèye Maïga. Parce que lorsqu'il a été demandé de faire en sorte, pour faire taire des individus opposés à la prolongation de la transition, c'est comme cela qu'il a été question d'interpeller Soumaïlou Boubèye. Et donc, Madame Boiré n'était pas réellement visée. Et ce qui est marrant, et ses collègues-là avaient demandé des contreparties. Et parmi ces contreparties, c'était la prolongation de leur âge de retraite pour leur permettre sûrement de suivre ce dossier. Et moi, personnellement, j'étais sur cette question de prolongation de l'âge de la retraite des magistrats. Parce que j'ai vu Ibekapé à son âme, en son temps, pour lui dire, par rapport à la mesure qui a été prise pour les fonctionnaires de la catégorie A, est-ce qu'elle est exclusive? Il m'a fait comprendre que non. Ça concerne tous les cadres de la catégorie A. Et il me dit que vous êtes concerné. Je dis que même si nous sommes concernés, nous ne pouvons l'avoir que par le canal de la relecture du statut de la magistrature. Et j'étais sur ce travail. En tant que syndicaliste, président du SAM, et président du SAM, et j'ai quand même continué, parce que c'est moi qui étais chargé de rédiger quand même l'avant-projet. Même étant au niveau de la REPSIMA, ce travail, je l'ai continué. Donc il n'y avait pas d'interdiction dans la mesure où c'est dans l'intérêt de tous les magistrats. Oui. C'est entre-temps que ceci, on peut comprendre que cela risque de prendre du temps et qu'il faut trouver la solution autrement. Oui. Je dis que comment vous allez trouver la solution autrement? Et tous les magistrats étant régis par le même statut, le statut de la magistrature, comment vous pouviez comprendre que nous pouvions demander qu'il y ait des distinctions au sein de ce statut et que nous sommes des légalistes, il faut rester légaliste et que je sais que je vais faire aboutir ce projet. Et même l'équipe qui est partie là, l'équipe des Bandaou, mais le problème était, les discussions étaient en cours. Donc c'est maintenant, et ils disent que même le dossier là, autant de Bandaou et de Mokhtar Wane, oui. Et ils ont souhaité à ce que ce dossier soit pris là. Et nous avons fait comprendre qu'il y a un préalable qui n'est pas accompli. Ça, c'est la mise en accusation de l'Assemblée nationale. Et on nous a fait comprendre de faire en sorte que le dossier soit transmis au CNT pour se pencher sur la question. Oui. Et c'est à cette occasion que la Cour constitutionnelle a fait comprendre que les membres du CNT n'ont pas la qualité de député. Et dès lors, nous avons dit, on attend à ce que l'obstacle juridique soit levé. Entre-temps, Assimi est venu avec Choguel. Et ils ont entrepris mes chefs qui ont fait comprendre que c'était possible. Et je dis que comment ça peut être possible? Ils m'ont dit, il y a un ancien procès. Mais je dis que pourquoi vous n'avez pas parlé de cet ancien procès au temps de Bandaou et de Mokhtar Wane? Et on dit que shérif, il faut pas chercher à tout comme je dis que non, il faut que je comprenne tout.
Je suis syndicaliste, je suis président de l'association des procureurs et je suis magistrat tout court. Donc j'ai le droit de m'intéresser de tout. Et surtout que tous les actes que vous posez engagent l'ensemble de la Cour suprême. D'accord. Pour revenir à la question de Siana, est-ce que cette loi en instance constitue une prime à l'allégeance, par exemple? Mais vous savez, c'est exactement la prime à cette allégeance. Et ils ont joué leur rôle. Il faut que les autres aussi, du côté de l'exécutif, qu'on joue la partition. Et ce texte-là, et vous pouvez comprendre. C'est la même chose pour l'affaire Paramount. Oui, un tel texte. On ne peut pas prendre un texte qui concerne la magistrature sans prendre l'avis des magistrats. Tous les instruments internationaux sont contre ça. Et on dit qu'il faut obligatoirement que nous soyons associés. Oui, est-ce que vous pouvez être plus explicite? Parce que vous avez dit que c'est un prolongement de l'affaire Boubé. Est-ce qu'on peut comprendre? Mais c'est à l'occasion du traitement du dossier de Boubé que cette prolongation de l'âge de retraite pour ceux qui ont... C'est-à-dire en échange exactement de la procédure. Non, en échange, écoutez s'il vous plaît, en échange de la procédure, en échange d'un déclenchement de procédure contre Boubé, les gens ont réclamé que leur séjour à la Cour suprême soit prolongé. Oui, pas en raison du déclenchement des procédures contre Boubé, en raison et en échange de sa réduction au silence. Il devait être réduit au silence. Parce qu'il avait tout simplement fait comprendre ici, devant vous, et son souhait de voir la transition. C'est au lendemain de sa sortie qu'il y a eu des harcèlements contre lui. D'accord. Somme toute, pour une des rares fois sur cette question, vous parlez d'une même voix que les autres syndicats. Sam Slima. Sur quelle situation? Cette situation de l'âge de la promotion de cette nouvelle loi. En fait, il n'y a pas... Et sur les questions d'intérêt général, d'intérêt de la magistrature, il n'y a pas de divergence entre nous. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Nous défendons les mêmes cours. Sauf que vous n'êtes pas votre syndicat n'est pas co-signataire de notre communication. Mais nous avons adressé une lettre au président de la transition. Nous avons fait une lettre parce que nous, on savait où il fallait arrêter ce coup-là. Parce que je sais que dès lors que le gouvernement était au cœur de la situation, on n'avait pas besoin vraiment de lui envoyer une correspondance, mais nous n'avons pas dissuadé les autres collègues de le faire. Bon, effectivement, la procédure pour autant n'est pas arrêtée et la loi a été introduite au niveau du CNT. Si ça aboutit à une loi votée par le CNT, un forcing quoi, un forcing par un passage en force contre vents et marées, comment voyez-vous quelles seront les conséquences? Et nous n'avons pas de bâton, nous n'avons pas de fusil contre qui que ce soit, et nous ne faisons que nous battre pour le droit. Mais je vous dis, et le CNT aujourd'hui, j'ai beaucoup confiance au CNT. Or au départ, et je n'avais pas beaucoup de considération pour le CNT. C'est avec le sérieux du CNT que j'ai commencé à admirer. Et il y a de la Cour constitutionnelle aussi qui est incontournable, qui va voir, parce qu'il s'agit de toucher à une loi organique. Donc qui va quand même... vous savez, je ne sais pas pourquoi vous créditez le CNT d'autant de crédit, de vertu, alors que même que les policiers étaient eux aussi... Il y avait un levé de bouclier au niveau des policiers par rapport à la loi de la militarisation qui est pourtant passée au niveau du CNT. M'a agréablement surpris. Quand il a été question de la mise en accusation, et les membres du CNT tenaient coûte que coûte à être autorisés à se pencher sur des questions de mise en accusation. Mais la Cour constitutionnelle a pris toutes ses responsabilités pour dire нет. Mais le CNT n'a pas fait de problème. Et il s'est plié à cette décision, à cet avis de la Cour constitutionnelle. Et ça aussi, c'est très démocratique. C'est nous qui, après nous être soumis à cet avis, et curieusement, nous avons fait volte face
en disant que nous sommes compétents pour juger. C'est là aussi, le CNT a aussi considérablement contrarié le gouvernement au niveau du vote de la loi électorale. Je ne suis pas seulement malgré tout, si la loi passe, parce que tout ce que vous dites, ce sont des attentes aléatoires. Ce sont des attentes aléatoires. Si malgré tout la loi passe, quelle serait la conséquence d'une telle loi? Je vais vous dire quelque chose. Et on a des juristes avertis au niveau du CNT, des juristes au niveau de la Cour constitutionnelle, et ce n'est pas possible, ce n'est pas techniquement possible que ce projet puisse passer. Mais une loi, c'est une mesure générale. Mais comment vous pouvez imaginer... Une loi n'est pas impersonnelle. Oui, comment une loi... Allez-y, Chano. S'il vous plaît, vous allez revenir. S'il vous plaît, non. Parce que regarde, beaucoup de lois bancaires, s'il vous plaît. Beaucoup de lois bancaires sont passées. Allez-y, Je vais dire quelque chose. Comme j'ai eu à le dire, nous n'avons pas de bâton, nous n'avons pas les armes. Si malgré toutes nos observations pertinentes faites, et on passe outre pour faire passer ce projet de loi, mais on ne peut qu'en prendre acte. Et regardez. Allez-y. Oui, Monsieur le Président, l'actualité est aussi marquée par le projet de l'avant-projet de loi constitutionnelle. Il y a eu du lever de bouclier par-ci et par-là, au point que nous est revenu que le président de la transition souhaiterait soumettre cet avant-projet d'abord au Conseil des ministres pour en faire un projet de loi et soumettre directement le projet de loi au référendum sans passer par le CNT. Première question, vos observations sur l'avant-projet de constitution. Seconde question, est-ce que cette hypothèse est possible? Vous savez, on est en train de nous plonger obligatoirement dans une situation de non-droit, quand bien même que la Constitution de 92 reste en vigueur. Il appartient à tous les Maliens d'être vigilants et de refuser coûte que coûte d'être embarqués dans du n'importe quoi. Et nous, personnellement, et dès la publication du décret, nous avons mis la cause, même, la forme même en cause, pour dire que ça ne peut pas passer. Et surtout que celui qui est l'initiateur de ce décret, disons-le, il n'a aucune qualité pour le faire. Ce n'est pas une mission dévolue à une autorité de transition. Et nous avons fait savoir notre position. Et malgré tout, ils ont décidé de passer. Sauf qu'il y a un précédent quand même à la matière. En 80, la constitution en vigueur est issue d'une transition. Mais la constitution, c'est pas la même chose. C'est la conférence. Non, même la conférence, les assises nationales ont exprimé la nécessité d'aller à cette nouvelle constitution. Allez-y. C'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre les contextes. Allez-y. Le contexte de 91, c'était un contexte particulier. C'était une demande générale, populaire, et une riposte contre le parti unique de droit. Absolument. Et donc aussi, et en réclamant le multipartisme, on parvient à renverser le régime. La première démarche à faire, c'est de voir carrément la Constitution pour mettre fin au régime unique de droit. Donc, et cette constitution, tout le monde a été associé. Moi qui vous parle, je n'étais pas au devant, mais j'étais quand même consulté par ceux qui étaient au devant. Oui. Et je donnais mes petits avis. Donc tout le monde a été consulté. Et quand cette constitution a été adoptée, on savait qu'il y avait des failles, mais qui devaient être corrigées au fur et à mesure. D'accord. Et donc c'est ce qui fait que tous les présidents se sont occupés de ça. Mais pour parler de ce contexte actuel, les raisons qui ont fait partir le président Ibrahim Boubacar Keïta, fait à son âme, ce n'était pas un problème de constitution. C'était surtout des questions liées à sa gouvernance.
Donc, et on était tous d'accord. Et la sécurité. On était tous d'accord que la gouvernance fléchissait. Mais personne n'avait parlé de problèmes constitutionnels. On ne voulait même pas, on disait ne touchez pas ma constitution. Donc, mais vous savez, et quand on se lève comme ça, et dans quelles conditions? Et quand on doit faire de telles réformes de profondeur, et quand bien même qu'on n'est pas habilité à le faire, le minimum des choses à faire, c'est de consulter au moins certaines structures. Et la Cour constitutionnelle est là. Elle pouvait donner son avis. Et même le CNT, même si la loi ne fait pas obligation de recueillir son avis, on peut au moins, si on veut bien faire, demander l'opinion, parce qu'en tout état de cause, c'est la représentation. Sauf que ces institutions ont peut-être été consultées par le comité de rédaction. Je vais vous dire quelque chose, mais pas le comité de rédaction. Mais dès la prise même du décret, parce qu'il y a le contrôle de la légalité. Des actes qui doivent être posés en amont. Voilà, donc quand on veut prendre un tel décret, il faut se constituer. Revenez à ma question. Oui. Vous avez dénoncé le décret, malgré tout, le pouvoir a foncé. Aujourd'hui, on a un avant-projet de constitution. Le pouvoir a foncé. Récrimination par rapport à cet avant-projet de constitution. Je vais vous dire quelque chose. Personnellement, nous avons refusé d'être associés. Parce qu'en accompagnant une telle entreprise diabolique, c'est carrément, ils s'en rendent complices. Nous avons refusé et nous ne sommes pas du tout intéressés à tout ce qui se faisait. C'est l'autre jour, quand j'ai vu le président de la commission, pour qui j'ai beaucoup de respect, donc remettre officiellement le projet est fini, l'avant-projet fini au président de la transition, et ensuite sa présentation, et il y a Maître Konaré aussi qui a fait des sorties pour magnifier ce travail. Donc j'ai retenu des points qui sont catastrophiques. Mais quand il m'a été donné hier de parcourir ce texte, mais je vous dis, il n'est pas sauvable, il est indigeste pour servir de matière de travail. On va y rentrer dedans. Effectivement, puisque une des voix qui s'était élevée, ce sont vos confrères d'ailleurs magistrats, à travers toujours le SAM et Sidima, qui ont parlé de réformes rétrogrades, qui en veulent à cette nouvelle constitution de retirer ou poursuivant le droit de maintenir en détention les justiciables. Désormais, ils récriminent tout ça. Somme toute, ils s'élèvent eux aussi contre cette constitution. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de votre côté, de ces aspects-là qui concernent la magistrature? Vous savez, je suis en phase avec les jeunes collègues par rapport à la défense de la magistrature. Ce que j'ai compris, j'ai relevé dans leur réaction, et ils s'inquiètent surtout, et de façon légitime, par rapport aux menaces graves portées aux acquis de la justice, aux acquis démocratiques de la justice. Et on veut toucher au Conseil supérieur de la magistrature, on veut l'ouvrir, mais ça c'est une démarche qui est acceptée à travers le monde. Mais ce que ces auteurs de l'avant-projet nous proposent, c'est inadmissible au regard des instruments internationaux, au regard des principes universels. Qu'est-ce qui est inadmissible? Le principe est que il faut que le Conseil supérieur de la magistrature soit largement et majoritairement composé de magistrats. Mais que ce qu'on nous propose, on dit moitié magistrat, moitié autre. Or, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est un organe, ce n'est pas un organe politique, c'est un organe technique et constitutionnel qui a pour sauf que son président n'est pas, un magistrat. Qui a pour objet d'assister le président de la République dans ses fonctions de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Oui. Parmi les choses décriées, il y a aussi le fait qu'il y a aussi les contre-pouvoirs qui n'existent plus selon eux.
Et la séparation des pouvoirs n'est pas garantie. N'est pas garantie dans cette nouvelle constitution. Mais vous voyez, et c'est pourquoi je vous disais que cet avant-projet-là, il est indigeste et il ne peut même pas servir de matière de travail. Parce que c'est un bouleversement de nos habitudes démocratiques. Rien qu'à voir le préambule, j'ai failli tomber. Le préambule est une insulte à notre nation. Pour ceux qui savent lire, et dans ce préambule-là, on magnifie les acteurs du changement. Les putschistes. Exactement. Mais, et plus loin, dans l'article 192 de cet avant-projet, on condamne leur acte. Et en reprenant les dispositions de la Constitution, de l'imprescriptibilité, et les coups d'État, les putschs sont considérés comme des crimes imprescriptibles contre le peuple malien. Or, pourtant, dans le préambule, on a magnifié ces gens. Eh bien, moi, je me pose la question. Et quels sont ces acteurs du changement? Et quel est ce changement? Ces acteurs ne peuvent être que les auteurs du coup d'État, les putschistes, et puis éventuellement les membres de la Cour suprême qui ont été leurs complices. Et quel est le changement? Les acteurs du recul démocratique. Voilà, les acteurs du recul démocratique. C'est carrément contre nature. Et quand vous voyez quel est le changement, ce changement qu'on magnifie, c'est le renversement des régimes démocratiquement installés par la rue. Allez-y, Chana. Après, vous allez. Allez-y, Chana. Je pense qu'on peut faire toute cette nuit sur l'avant-projet de constitution. Nous y restons. Nous y restons. Je voulais ouvrir notre chapitre, donc nous allons continuer. Quand Abdraman parle de suppression de contre-pouvoir, on dit que nous avons un régime présidentiel. Certains pensent que c'est même le président est désormais même un empereur avec cette constitution, parce que il peut remercier le Premier ministre quand il veut, est-ce que vous voyez? Et puis, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Il nomme le tiers du Sénat, ce qu'on avait refusé à l'époque au régime précédent. On dit qu'il veut être un roi télé parce que simplement on avait prévu dans l'avant-projet du régime précédent un Sénat et que le président d'alors devait nommer un tiers. On a crié à la catastrophe. Aujourd'hui, vraiment, il y a un amalgame au niveau du contre-pouvoir. On ne voit pas véritablement un contre-pouvoir et on n'a pas prévu, comme l'a dénoncé écrit 2002, une hypothèse de cohabitation, parce que nous sommes en politique, c'est une éventualité, on doit le prévoir. Ça n'a pas été prévu dans ce projet d'avant-projet de constitution. Elhadj, si on veut parler vraiment de cet avant-projet, on ne peut pas du tout évoluer parce qu'il n'y a rien de potable là-dedans. Et quand je vous ai déjà parlé du préambule, et la suppression de contre-pouvoir, je vois la suppression brutale de la Haute Cour de justice. Et ce n'est pas parce que nous avons été incapables de faire fonctionner et cette juridiction qu'elle n'a pas sa place. Aujourd'hui, à travers le monde, tout le monde est en train de faire en sorte que cette juridiction politique soit fonctionnelle. Il suffit d'envisager des infractions politiques au regard de la Constitution, comme l'ont fait beaucoup d'autres pays que j'ai visités. Et le Burkina, tout près, le Bénin, le Niger. Il faut bien copier, quoi. Non, il faut faire travailler la matière grise. C'est ce que nos intellectuels refusent de faire actuellement. Et c'est très grave. Par exemple, on parle de haute trahison. Mais maintenant, et même le fait pour le ministre de refuser de répondre à une question d'un député pendant un certain temps, c'est une infraction politique. Il faut l'envisager. Voilà, il faut créer des infractions politiques. Et donc, pour faire en sorte que cette juridiction soit fonctionnelle. Maintenant, en la débarrassant, en la déchargeant des infractions d'atteinte aux biens publics ou autres, mais cette juridiction a sa place. Et en la supprimant, on risque d'être carrément dans un blocage. Et moi, j'ai vu que cette suppression n'est pas faite à dessein. C'est pour légaliser
la forfaiture des membres de la Cour suprême en complicité avec les tenants du pouvoir. Donc je ne vois pas, parce qu'on peut quand même induire en erreur des gens mal avisés, mais pas les magistrats. Donc même au niveau de la Constitution, au lieu que ça soit impersonnel, on fait des articles pour que ça soit personnel. Vous voyez, mais vous avez, Jean-Alain, quand vous voyez, tout est ridicule dans ça. Il faut voir. On pense qu'on a fait un avant-projet de 195 articles. Mais en quoi cela est une avancée? Si on ne fait pas de distinguo entre une constitution et une loi ordinaire. Nous avons vu que des dispositions de loi ordinaire se sont retrouvées dans la Constitution. Par exemple, quand on prend le code de procédure pénale, c'est déjà réglé. On n'a pas besoin de réglementer la détention à travers la Constitution. Et au-delà de ça, le code de discipline et le code de déontologie des magistrats s'est retrouvé dans la Constitution. À quel titre? C'est déjà réglé. Peut-être c'est mélangé. Ils ont fait une ils ont monté une procédure disciplinaire et ils ont du mal à défendre cette procédure. Donc on veut donner le ton et que même dans la Constitution on dit que la faute disciplinaire. Mais moi je vois, même les fautes disciplinaires du magistrat sont aujourd'hui perçues comme plus graves que les coups d'État. Mais tout qu'on fait, les codes disciplinaires du magistrat, les codes de procédure pénale n'ont pas leur place dans une constitution. Et plus grave, vous avez vu que l'administration a été constitutionnalisée. Mais je ne sais même pas où est-ce qu'on veut nous voir. Allez-y, ce qui paraît un peu paradoxal, c'est lorsque la revendication de contre-pouvoir émane de magistrats qui se sont longtemps complus quand même dans cette situation que nous vivons aujourd'hui pendant cette transition. Vous voyez, ils ont tellement toléré, ils ont tellement avalé de couleuvres et subitement quand maintenant les choses les concernent, les levées du bouclier commencent. Mais en fait, moi je pense que les magistrats sont constants. Les magistrats sont constants. Et c'est vrai, on a besoin de contre-pouvoir. Même vous constituez c'est le vrai contre-pouvoir. Non, mais ils estiment qu'ils sont eux le contre-pouvoir dans leur déclaration en réalité. Mais comme vous le voyez, durant cette transition, ils ont quand même avalé beaucoup de couleuvres. De l'installation des pouvoirs actuels jusqu'à ce qu'on leur a expliqué en termes de vie, on leur a toléré en termes de violation des droits. Ils se sont compris là-dedans. Est-ce qu'il est de bon ton que la revendication de contre-pouvoir viennent des magistrats aujourd'hui? Mais en fait, mon frère, il n'est jamais trop tard. Pour les pratiques, vous-même vous avez eu à tolérer par moment. Vous avez eu à dénoncer par moment. Je dirais qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à la raison. Voilà. Donc, si nous le revendiquons aujourd'hui, moi je pense que c'est aussi... Monsieur le Président, une question me brûle les lèvres. Oui. Les magistrats ne peuvent pas faire... l'auto-saisine quand il y a des crimes imprescriptibles tels que le coup d'État. Pourquoi les magistrats qui sont quelque part, parce qu'il y a la Cour constitutionnelle et gardien de la Constitution, pourquoi quelque part les magistrats de la Cour suprême acceptent recevoir le serment d'un putschiste par exemple, en violation de l'article 121 de la Constitution qui fait de ce coup d'État un crime imprescriptible? Au lieu de poursuivre, non, le magistrat accepte et reçoit le mandat de putschiste. Bon, vous savez, dans certains domaines, à chacun d'assumer ses responsabilités. Lorsqu'il a été question de la prestation de serment de Bandao, que je respecte beaucoup, j'ai fait comprendre. Est-ce que vous allez lui donner les enseignes de la République? Vous étiez procureur, avocat général. Avocat général. Oui. Et on dit que oui. Je dis que si tel est le cas, je ne serai pas présent dans la salle. Et la même situation a été répétée avec Assibi, qui est d'ailleurs un enfant, un fils à moi. Mais je dis que je n'y serai pas. Parce que je dis que si vous faites dévier le peuple de la démocratie, vous en serez responsable. À quel titre
on doit donner les armoiries de la République. Et tous ces attributs du président démocratiquement élu à quelqu'un qui ne l'est pas. Et même le fait qu'un président de la transition se permette de distribuer des distinctions comme il le veut, mais je pense que ce n'est pas du tout normal. Mais toute cette faute-là, ça incombe à la justice qui n'a pas joué son rôle. Voilà. La justice, c'est de veiller au respect. Et moi, je ne suis pas le chef à la Cour suprême. Et je ne peux que dire ce que je pense. Et conformément à mes fonctions de premier avocat général et d'avocat général. Abdraman, pour votre dernière question, allez-y. Dernière question. Oui. La dernière question, M. Koné, oui. Quel avenir voyez-vous à cette constitution, puisque qui fait l'objet de tant de levées de boucliers de la part des magistrats d'abord, ensuite de la part des religieux, de la part des Maliens de l'extérieur et autres là. Est-ce qu'il est opportun encore de poursuivre la procédure? Le projet. Mais moi je pense, et avec les observations que je viens de faire, mais ça suffit pour mettre à la poubelle carrément ce projet que je respecte en tant que travail intellectuel, mais très nul au point de vue valeur juridique. Voilà. Donc il faut voir, et on a tout mélangé. Et l'âge de la retraite, c'est la violation des grands principes universels. Quand on dit qu'à partir de 75 ans, on ne peut pas être président de la République, sur quel fondement juridique? Sur le fondement de quel principe d'égalité? On peut comprendre qu'il y ait un âge minimum, 35 ans. L'âge comme l'âge de la maturité. Comme l'âge de la maturité. Mais à 75 ans, mais on peut considérer comme cette personne est très mature pour ne plus être président. Non. Et tout ce qu'on peut faire, il faut que la personne soit physiquement apte, saine d'esprit et de corps. C'est la seule solution. Mais on ne peut pas exclure quelqu'un. Et comment sortir selon vous de la transition sans organiser ce qu'il faut, les préalables qu'il faut, les réformes qu'il faut pour même qui entre quelque part dans l'ordre des exigences et de nos engagements vis-à-vis par exemple des groupes armés, ces autres-là. Bon, il est vrai que certains pensent même que il y a tiraillement aujourd'hui un peu partout. Et il ne devrait pas avoir de tel tiraillement autour de cet avant-projet de constitution si tout le monde avait été associé. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer et Maître Capot et Rasbat qui ont quand même fait des interviews pour que tout le monde soit associé à ça. Mais les tenants du pouvoir ont fait à leur tête. Et là, je serais d'accord avec Cheikh Oumar Kokonari pour dire qu'on est dans un contexte où c'est les armes qui commandent. Voilà, c'est comme si on a voulu nous démontrer que vous soyez d'accord ou pas. Nous sommes en position de porte, nous nous imposons ce que nous voulons. Mais c'est au peuple de refuser. Allez-y, Chana, pour la dernière question. La dernière question, peut-être, c'est une question bateau à deux volets. Et on parle aujourd'hui de laïcité. On parle de laïcité. Parce que la définition de laïcité, la théorie et la pratique, ça fait deux. Chacun a une définition de ce qu'il entend par laïcité. Donc on ne comprend pas beaucoup cette laïcité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les religieux sont fâchés et ils voudraient qu'on leur explique le concept de laïcité. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, c'est par rapport à la liberté d'expression. Et des piliers essentiels de la démocratie. Elle est menacée aujourd'hui au Mali. Elle est menacée par la fermeture de radio, de la télévision Joliba. Elle est menacée aussi par les menaces et intimidations que subit notre confrère Malik Konati. Un commentaire? Oui. Et le premier volet, c'était quoi? La laïcité. Le concept de la laïcité. Et j'ai suivi. Est-ce qu'elle est négociable, si vous voulez même? Est-ce que la laïcité est négociable? Et si on négocie la laïcité, on est perdu. Et j'ai suivi une intervention de Chérif Madano Aïdara
le président du Haut Conseil, mais j'ai été carrément convaincu par ses explications et sa définition de la laïcité, et qui colle vraiment avec ma pensée de la laïcité. Parce qu'il ne faut pas tellement essayer de définir la laïcité. C'est un concept qu'il faut chercher à comprendre, le sens. Et comme c'est basé sur l'esprit de tolérance entre les religions, et je ne t'empêche pas de pratiquer ma religion, tu ne m'empêches pas de pratiquer ma religion. Donc, y compris la non-religion aussi, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de religion. Ouais, en fait, oui, y compris ceux qui n'ont pas de religion. Voilà. Par exemple, l'histoire du blasphème qui est là. Mais j'ai vu que la communauté musulmane a bien raison de s'insurger. Parce que eux, ils n'ont pas empêché le blasphémateur de pratiquer sa religion. Mais il n'appartient pas aux blasphémateurs et de les provoquer en faisant des actes qu'on ne peut pas imaginer. Mais tout qu'on fait, et il ne faut pas aller trop vite dans cette tâche en tant que magistrat. Il faut chercher à comprendre. Est-ce que l'intéressé jouit de ses facultés mentales? Parce que ça, c'est très important. Parce que même dans les pays islamiques, on ne prend pas comme ça quelqu'un pour le punir. On essaie quand même de faire de petites enquêtes psychologiques. Par rapport à la liberté d'expression, et je suis entièrement d'accord avec vous, comme quoi elle est très menacée. Et j'ai fait suffisamment de rapports sur la situation de la liberté d'expression et d'opinion au Mali, que j'ai envoyé au niveau des Nations Unies. Et je suis obligé de le faire, parce que dans le cadre de l'UNESCO, je dois assurer la protection juridique des journalistes et des organes de médias. Et cette mission m'a été confiée à Dakar. Une première nouvelle, hein? À l'occasion d'un colloque international. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas pu tellement travailler en cette matière? Au moment où je décide de réunir les responsables de la presse pour en parler, au même moment, plusieurs responsables de la presse faisaient l'objet d'arrestations. Donc je me suis dit que le moment n'était pas bienvenu de me prononcer par rapport à cette question. Et la liberté de la presse. Des responsables de la presse au Mali qui font l'objet d'arrestation? Oui, voilà, il y a fait certains qui étaient en détention par la justice. Donc, pour ne pas éveiller des susceptibilités, je me dis qu'il faut donner le temps au temps. Les cours suprêmes, il y a quelques membres de la Cour suprême qui avaient été sollicités par l'UNESCO à Dakar. C'était pour animer un colloque international sur la sécurité juridique des journalistes et des organes de médias. D'accord. Donc voilà. Donc et nous allons œuvrer pour que la liberté d'expression soit carrément une préoccupation et un souci majeur pour tous. Et je vais même sortir d'ici, faire une déclaration très rapidement pour alerter sur la nécessité, sur le danger qui plane sur la liberté d'expression et mettre les uns et les autres en face de leurs responsabilités. Ok, Monsieur le Président, nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. À présent, le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Vraiment, nous sommes dans le secret de la délibération. Je n'ai pas été déçu, très sérieusement. Je peux dire que mes attentes sont comblées. L'invité, comme la dernière fois que nous avons reçu ici, n'a pas dérogé à sa marque de fabrique, la sérénité dans l'approche, la franchise, le courage de l'opinion. Je rappelle en réalité que c'est suite à un débat ici, au lendemain d'un débat ici avec nous, qu'il a traversé des épreuves dans son limogeage par les hautes autorités,
suivi de procédures disciplinaires à son rencontre, et cela ne l'a pas empêché de revenir à la charge pour réaffirmer ses convictions, réaffirmer ce qu'il pense. C'est une marque de courage, Monsieur le Président, qui mérite d'être récompensée par un acquittement pur et simple. Chana. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous sommes au Mali dans un système particulier, j'allais dire même atypique. Une situation issue, comme disait l'autre, d'un double coup d'État. Et dans ce contexte-là, les partis politiques, ceux-là même qui doivent concourir au suffrage universel, ils se sont couchés, ils se sont tus. Et aujourd'hui, ce sont des voix de la société civile, quelques voix de la société civile, pas toutes, comme Chérif connaît, qui avertissent, qui orientent, qui informent, qui critiquent. Il faudrait que le pouvoir ait le dos large pour entendre les voix discordantes. C'est une voix discordante. Une voix qu'on n'entend pas tous les jours. Une voix peu passionnée, réaliste, qui dit les choses telles qu'elles sont. Je pense que le pouvoir doit écouter de telles voix discordantes, ne pas continuer avec les chants de sirènes. Ceux qui se battent auprès du pouvoir pour être au CNT, pour être au gouvernement, aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas de boussole. À un moment donné, lorsque le Premier ministre Choguel était là, on voyait au moins une direction. Même si certains pensaient qu'on partait droit au mur, il y avait une direction. Aujourd'hui, on ne voit rien. Le pays se perd. L'économie se coule. La démocratie est menacée avec la liberté d'expression qui est en danger. Monsieur le Président, encore une fois de plus, voilà une voix discordante. Elle mérite d'être encouragée. Elle mérite d'être soutenue. C'est une voix discordante qui aide. Ce n'est pas une voix discordante qui est une voix qui est dans une politique politicienne, mais une voix discordante qui s'appuie sur des arguments, qui s'appuie sur des règles, qui s'appuie sur des principes, qui s'appuie sur des valeurs, qui s'appuie sur des règles juridiques. Je pense que c'est une voix que le pouvoir doit écouter. Monsieur le Président, peut-on condamner une telle voix? Je pense que non. Non, Monsieur le Président, libérez-le. La République a besoin de lui. La démocratie a besoin de lui. La démocratie a besoin de lui. Nous avons besoin de lui pour entendre les voix discordantes, afin qu'il ait la pluralité d'opinion. Du débat jaillit la lumière. Il faudrait qu'on accepte la pluralité d'opinion dans ce pays. La pluralité d'opinion. D'accord. Place à la pluralité d'opinion. Okay. C'est ce qui fait avancer une démocratie, okay. C'est ce qui fait avancer une république. D'accord. Libérez-le, Monsieur le Président. Au bénéfice donc de ces deux réquisitoires sans embâche et largement favorables à l'accusé, il me plaît, Monsieur l'accusé, de vous libérer purement et simplement de l'un de l'accusation. Par conséquent, vous êtes acquitté. Un dernier mot. Merci bien, Monsieur le Président. Merci, chers membres de cet auguste grand jury. C'est à vous que je dois remercier. C'est à vous qui devez être encouragés. Et ce que vous êtes en train de faire, vous ne voyez pas son impact, mais c'est d'une valeur incommensurable sur la pratique démocratique. C'est vrai, c'est une mission risquée et très risquée que vous avez décidé de mener. Et je souhaite que vous ayez la force, le courage nécessaire de la mener à terme en vous souhaitant plein succès. Et je ne peux quitter ce plateau sans saluer et remercier toutes ces personnes du Mali et à l'extérieur du Mali qui suivent et qui apprécient cette émission que nous devons vraiment encourager. Et je vois que petit à petit, vous avez gagné l'estime
et l'adhésion de tous. Encore une fois, je vous souhaite le meilleur et plein succès et bonne chance. Que Dieu vous protège. Merci. Amen. Amen. La démocratie rime avec la liberté de la presse. Au nom de cette liberté de la presse, le jury exprime toute sa solidarité à la direction de Djoliba TV et à l'ensemble de ses journalistes. Au revoir.